Salut! Aujourd'hui, on va parler Home Lab. Alors, on va parler qu'est-ce qu'un Home Lab, à quoi ça peut bien me servir de faire un Home Lab, comment le faire, avec quel matériel, etc., etc. Alors, comme vous voyez à l'écran, j'ai fait l'acquisition d'un Raspberry Pi 5 en version 8 Go. Dessus, j'ai ajouté une petite carte qui permet de brancher un disque dur NVMe pour plus de vitesse et plus de stabilité, parce que les micro SD c'est un peu fragile. Donc si je veux faire un vrai Home Lab qui tourne H24, vaut mieux que je copie mes données sur un disque dur plutôt que sur une carte SD. La durée de vie sera forcément accrue. Voilà. Pourquoi faire un Home Lab? Première question. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Alors en fait, la première chose, moi, qui m'a servi, enfin, ce dont j'avais besoin pour... ce qui m'a incité à faire mon propre Home Lab ou serveur auto-hébergé, c'est que j'avais besoin de fonctionnalités que je n'avais pas dans ma box fibre. Donc par exemple, je voulais une fonctionnalité pour bloquer les publicités chez moi, pour pas avoir toutes les pubs qui s'affichent dès que je navigue sur Internet. Et à chaque fois que je voulais ce genre de fonctionnalité, il fallait que je paye en plus. C'était une option en plus chez mon opérateur Internet. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui m'intéresse dans le fait de créer un Home Lab, et c'est pour ça que je vous conseille de le faire, c'est aussi l'apprentissage. Mine de rien, le fait de créer son propre serveur chez soi, vous allez apprendre des bases en informatique, mais je pense que ça, vous en avez déjà, mais vous allez apprendre des bases en Linux, parce que la plupart du temps, et nous, c'est ce qu'on va faire, on va installer notre serveur sous Linux, donc vous allez apprendre de bonnes bases et découvrir le monde de Linux. Et surtout, vous allez pouvoir auto-héberger tous vos services. Donc au niveau du coût, ça peut être intéressant. Moi, je vous donne un exemple. J'héberge mon blog. À l'année, j'ai calculé mon petit serveur là. Alors moi, il est dans un placard sur un Intel NUC. Je vais vous montrer ce que c'est un Intel NUC. C'est un mini PC en fait. Ce mini PC, j'ai calculé sa consommation électrique. Et sa consommation électrique, elle revient à peu près à 25 euros par an. Si je prends un hébergement à l'année, par exemple chez OVH, je vais aller voir combien ça coûte, mais on ne doit pas être loin de ce tarif-là. Hébergement. OVH. Voilà. Alors combien ça coûte par exemple chez OVH? Si ça veut bien charger. Eh ben. Ok. Alors là, j'ai un nom de domaine, 1 giga d'espace disque. Donc là, je vais être à 1,20€ par mois. D'accord? Si je prends une calculatrice. Ouais, ok. Je suis à 15 balles par an. En auto-hébergé, en comptant l'électricité, je vais être à 25. Donc je vais être un peu plus cher que cet abonnement-là. Sauf que cet abonnement-là, j'ai que 1 giga d'espace disque. Sur le mien, je vais pouvoir faire je vais pouvoir stocker beaucoup plus de données. Je vais pouvoir par exemple installer des services de streaming pour streamer des vidéos ou de la musique de n'importe où pour aller la chercher chez moi par exemple. Mettre un anti-pub, héberger un site web. Alors, bien sûr, quand je dis site web, attention, on va pas héberger Amazon, hein. Vous hébergez un blog, des petits sites web de dev pour tester des technos, des choses comme ça. Euh, Éventuellement, site web de votre tante qui tient une boutique de prêt-à-porter, ça va suffire. Il n'y aura pas besoin de grandes bandes passantes et il n'y aura pas beaucoup d'utilisateurs tous les jours. Donc, ça peut suffire ce genre d'abonnement, quoi. Enfin, d'hébergement. Donc, en tout cas, voilà, le Home Lab, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant, si vous aimez bien l'informatique et découvrir les technologies, de créer un Home Lab chez vous. Alors si je reviens à mon histoire de Raspberry Pi, pour créer un Home Lab, j'ai deux solutions. Moi, là, je vais faire la démo sur un Raspberry Pi 5. Donc Raspberry Pi, je pense que vous connaissez, mais en gros c'est un petit ordinateur qui embarque un processeur, de la mémoire, une carte réseau, des ports USB. Il existe en 8 ou 16 Go de mémoire.
Vous pouvez brancher un écran dessus, forcément, avoir un système d'exploitation comme Windows, sauf que là, ce sera Linux en mode graphique. Mais nous, vu qu'on va faire un serveur, on va aussi pouvoir installer des distributions beaucoup plus légères et qui n'ont pas besoin d'interface graphique. Vu qu'on va fournir des services comme un bloqueur de pub, un site web ou ce genre de choses, on va gérer tout en ligne de commande ou installer un site web qui, lui, va vous permettre de tout gérer les services, de mettre en place tous vos services. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'interface graphique sur Raspberry Pi. Donc, moi, ce que j'ai acheté, donc je vous ai dit, j'ai acheté le Raspberry Pi, le ventilateur d'origine, l'alimentation d'origine, et j'ai rajouté une carte au-dessus qui permet de mettre un disque dur. La carte, je l'ai payé 15 €, et le disque dur, c'est de la récup, ça avait ça chez moi, quoi. Si je regarde le prix en France, alors moi je l'ai acheté d'occasion. En gros, là j'ai eu le pack sans le disque dur, je l'ai payé 100 €. Je ne sais pas pourquoi tout rame sur internet chez moi aujourd'hui. Ça tombe mal, mais bon, faire avec. Catégorie nano ordinateur. Voilà. Non, ça c'est le. Voilà. Donc le 5, le Raspberry Pi 5, en 8 Go, il coûte déjà 95 €. Alors bah, ça tombe bien, j'avais fait un panier pour vous montrer. Voilà. Donc si je prends un Raspberry Pi 5 plus le dissipateur, plus l'alimentation, et puis une carte là, pour le disque dur, sachant que là, encore une fois, il n'y a pas le prix du disque dur, je suis déjà à 134 €. Ok. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que là, je vais vous faire la démo sur le Raspberry Pi, mais on va utiliser des technologies qui sont installables sur n'importe quel autre ordinateur. Donc tout ce que l'on va voir, que ce soit l'installation de l'OS, l'installation des technologies qu'on va mettre dessus, on va utiliser des technologies qui s'appellent Docker. Tout ça, vous pouvez le faire sur un PC plutôt qu'un Raspberry Pi. Pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'entre autres, vous avez des PC chinois aujourd'hui qui embarquent des processeurs qui s'appellent des N100. C'est des processeurs Intel plutôt bas de gamme, mais pour faire des serveurs, ça suffit largement. Et vous trouvez ça chez les Chinois, vous voyez. Voilà, par exemple, non, il est cher celui-ci. Son vrai prix, c'est entre 100 et 150 €. Voilà. Donc vous voyez cette config là, un BMax B4+, il s'appelle. Il a un processeur Intel N100, 16 Go de RAM et 512 Go de disque dur. Et on va être au même prix qu'un Raspberry Pi, voire même moins cher. Donc ça, c'est l'autre option possible. C'est que tout le monde veut acheter des Raspberry Pi, mais ça dépend. Un Raspberry Pi, c'est cool parce qu'il y a par exemple une grosse communauté. Il y a des ports GPIO qui sont des ports d'entrée-sortie qui vous permettent de connecter ça par exemple à votre domotique ou faire des robots, faire plein de choses. Un Raspberry Pi, c'est génial, hein, je crache pas dans la soupe. Maintenant, on est loin du Raspberry Pi à 35 € qui était annoncé tout au début, la première version, quand elle est sortie, Raspberry Pi 1, c'était 35 €. Aujourd'hui, vous voyez, on est tout compris, enfin, on arrive à 130, combien je vous ai dit, 134 €. Donc, il faut se poser la question de savoir si c'est encore intéressant pour faire un home lab, un petit serveur, et bricoler un peu. Est-ce que c'est encore intéressant de se tourner vers un Raspberry Pi? Moi, j'ai pris sur un Raspberry Pi parce que j'ai d'autres projets en cours où j'ai besoin d'un Raspberry Pi, vraiment. Mais, par exemple, moi, mon serveur home lab, comme je vous le disais tout à l'heure, il est sur Intel NUC. Alors, Intel NUC, c'est quoi? Ce mini PC là, il doit faire, je sais plus, c'est 21 cm sur 21 cm, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, c'est un petit PC. Et il y a encore plus petit chez Intel à l'époque. Alors, ils ont arrêté de les faire. Je crois que ça a été racheté par une autre marque, par Asus. Mais ils faisaient des mini PC qui s'appelaient Intel NUC, voilà, qui ressemblent à ça. Vous voyez? Donc, c'est tout petit. Et ça fait, je crois, 17 cm ou 15 par 15, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, c'est vraiment tout petit. Moi, concrètement, il tient dans le placard, là où il y a ma box et mon compteur électrique, quoi. Voilà. L'autre avantage de ça, de ce mini PC, alors Intel NUC ou les PC chinois ou le Raspberry Pi, j'ai oublié d'en parler, c'est la consommation électrique. C'est important si vous faites un serveur chez vous avec un ordinateur allumé H24, c'est intéressant qu'il consomme le moins possible. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec une grosse facture d'électricité, quoi. Voilà, donc c'est plutôt intéressant de prendre un équipement qui consomme le moins possible. Alors attendez, j'essaye de vous trouver par hasard la dimension, mais bon, c'est pas très important, c'est juste pour vous dire que vraiment... bon, c'est pas grave, c'est juste pour vous dire que vraiment, il est petit. Ok, donc là, on va
plutôt faire ça sur un Raspberry Pi, comme je vous le disais. Mais les technos qu'on va utiliser vont être les mêmes si vous passez sur un Intel NUC ou sur un ordinateur chinois. Donc sur AliExpress, là, moi je vous ai fait voir le B-Max, B4+, mais il y en a plein d'autres. Il faut chercher, ils en sortent sur AliExpress, toutes les semaines ils en sortent des nouveaux. Le bon plan, ça peut être honnêtement... Alors attendez, je vais aller sur le bon coin, hop. C'est pas pratique que mon internet rame là aujourd'hui. Alors ça va mieux là. Le bon plan, ça peut être de trouver aussi des ordinateurs Intel NUC d'occasion. Parce que dernièrement, moi, j'en avais acheté un qui avait comme config, voilà, je l'avais mis sur mon bureau pour vous montrer. Moi, j'ai acheté ce genre de config là il y a quelques temps. Donc, c'est un Core i5. Ah, vous êtes un robot. Non. Pratique. Ah non, je suis pas un robot. Oh là 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 là. La galère. Sectionner l'image, afficher le moins de fois. Non mais... Le sketch pour aller voir un site internet, quoi. Ouais, de rien. Eh putain. Donc voilà, par exemple, j'ai acheté ce PC-là, donc c'est un Core i5 8ème génération. Donc pour faire un petit serveur, honnêtement, vous pouvez prendre des vieux Intel NUC, mais je vous conseille au moins génération 7, donc c'est ici le premier chiffre après la référence du processeur. Voilà, donc ça c'est un Core i5, moi que j'avais acheté 859U. J'avais acheté ça avec 8 Go de disque dur et 512 8 Go de RAM et 512 de disque dur, et j'avais payé ça 120 euros. Donc typiquement, si vous avez ce genre d'offre sur le bon coin, dans cet ordre de prix, il vaut mieux s'orienter vers ça pour faire un serveur plutôt que plutôt que le Raspberry Pi, pardon. Qu'est-ce que je peux vous montrer, hein? Je regarde vite fait. Bon, en général, ceux qui valent le coup sont vendus assez rapidement, de toute façon. Hop. Celui-ci, c'est quoi? Je l'ai déjà vu. Enfin, en tout cas, ouais, vous avez l'idée. Mais ça vaut pas le coup de mettre 400 ou 500 balles. Hein. Voilà, par exemple, celui-ci, génération 7. Bon, 170, c'est encore un peu cher, mais pourquoi pas. Voilà, 120 balles, génération 7. NUC 7, ça veut dire génération 7. Ça peut être cool. Ah voilà, c'est ceux-là que j'avais repéré. Ça, c'est une des Intel NUC génération 10 en Core i3. Honnêtement, que ce soit un Core i3, Core i5, Core i7, forcément, le Core i7 est plus performant. Maintenant, pour faire ce que vous allez en faire, c'est-à-dire un petit serveur pour bricoler, même un Core i3 suffit. Donc ça, par exemple, ça peut être cool. Enfin, idéalement, il faut descendre un peu le prix, mais si à 150 balles, vous avez ça, plutôt qu'un Raspberry Pi, c'est plus puissant, quoi. Voilà, bon. On va pas faire toutes les annonces. L'idée, c'était de vous expliquer pourquoi moi j'ai pris un Raspberry Pi. C'est vraiment parce que là, j'ai un autre projet où j'en ai besoin. Sinon, dans la vraie vie, j'ai plutôt tendance à utiliser du Intel NUC parce que je trouve que c'est un meilleur rapport qualité-prix. Première chose à faire sur le Raspberry Pi, on va installer notre OS. Donc pour ça, je vais essayer de vous afficher, vous remettre la caméra. Voilà. Pour ça, donc je vous ai dit, moi j'ai un petit disque dur NVMe là. Ok. Donc il va falloir que je copie mon OS là-dessus. Donc comme OS, Raspberry Pi fournissent un logiciel qui s'appelle Raspberry Pi Image qui permet de créer son système d'exploitation et d'aller le copier normalement sur un micro SD. Normalement, il se met sur un micro SD, mais rien m'empêche d'aller mettre là-dedans, sur un disque dur NVMe. Pour le coup, par contre, ce qu'il va me falloir, c'est un adaptateur. Donc chez moi, j'ai un petit adaptateur que j'utilise souvent. Alors bon, si vous n'en avez pas en stock, c'est un peu compliqué. Bon, sinon, ça se trouve à 5 euros sur les sites chinois. C'est un adaptateur USB vers NVMe. Et en fait, ça, je vais pouvoir le brancher sur mon ordinateur. Je vais mettre le disque dur dedans. Voilà, je vais brancher ça comme ça. Voilà. Je vais y arriver. Je vais brancher ça dans l'USB de mon ordinateur. Et on va aller dans Raspberry Pi Imager pour la copier, pour aller créer l'OS. Et le copier sur ce disque dur. Donc j'ai déjà installé Raspberry Pi Imager.
là. Alors attendez, je branche un truc, le truc en USB. Le plus dur, c'est de trouver le bon adaptateur, le bon câble. Je suppose que c'est pareil chez vous. Dans le bordel. Voilà. Ok. Donc là, moi, j'ai branché le disque dur. Ok, qui est reconnu sur mon ordi. Très bien. Donc là, on va choisir le modèle. Donc moi, c'est un Raspberry Pi 5. On va choisir l'OS. Attention, il y a différents OS. Alors déjà, on va prendre un OS 64 bits parce que c'est mieux. Sur les 32 bits, c'est plus maintenu. Enfin, c'est des vieux systèmes. Tous les nouveaux processeurs, les nouveaux chipsets parlent en 64 bits. Donc honnêtement, on peut mettre du 64 bits aujourd'hui, même sur un Raspberry Pi. La preuve, ils ont fait une distribution exprès. Donc je vous conseille de mettre un 64 bits et tous les logiciels récents savent parler du 64 bits. Donc prenez un 64 bits. Attention, cette distribution-là, de base, elle installe le Raspberry Pi Desktop, donc un bureau. Nous, on n'a pas besoin de ce bureau. Donc, on va aller dans Autre OS. Et là, on va dire qu'on veut un Raspberry Pi OS Lite en 64 bits. On choisit le stockage. J'ai eu peur, je croyais que je ne le voyais pas. On va faire suivant. Là, ok. Là, j'ai fait modifier les réglages, c'est juste pour vous faire voir. Tous ces réglages-là, ils vont être tenus dans Raspberry Pi majeur. Et c'est des réglages, par exemple, du nom de la machine. Enfin, le nom que va prendre mon Raspberry Pi sur le réseau. Ça va créer un utilisateur, un mot de passe. On va configurer nos logins et enfin, notre SSID du réseau Wi-Fi ainsi que le mot de passe. Et puis, on va dire qu'on est en France, donc qu'on veut des horaires, fuseaux horaires de Paris. Ce qui va nous intéresser d'autre aussi, c'est d'aller dans Service. On va activer le SSH. SSH, on va voir tout de suite après, une fois que ça sera installé. SSH, c'est un protocole qui permet en ligne de commande de se connecter à distance sur un autre ordinateur. Donc là, typiquement, une fois que notre ordinateur il va avoir démarré, notre Raspberry Pi va avoir démarré, il va se retrouver avec une adresse IP sur le réseau. On trouvera cette adresse IP et on pourra se connecter en SSH avec le login et le mot de passe que j'ai défini ici. Donc là, moi, je veux me connecter avec un login et un mot de passe en SSH. Et là, ça, on n'y touche pas. Si on peut désactiver la télémétrie éventuellement, si on ne veut pas que ça envoie de la télémétrie. Voilà, donc enregistrer, oui. Voulez-vous continuer? Oui, voilà. Donc là, ça va écrire le disque dur. Sur le disque dur. Ensuite, ce disque dur-là, une fois que ça sera fini, on va aller le remonter dans le Raspberry Pi. J'ai juste une vis à mettre. J'irai mettre le courant et normalement, il devrait se retrouver sur le réseau. Voilà, j'ai fait un petit cut dans la vidéo pour pas que vous attendiez devant la barre de progression. Donc là, mon disque dur est installé. Donc je le débranche et je vais aller le remonter sur le Raspberry Pi. Alors attendez, je vais chercher un tournevis. Ok. Alors, hop. Donc là, on a juste à remonter le disque dur. Ok. Et donc là, hors caméra, je vais juste aller le brancher sur l'alimentation et il devrait démarrer au bout de quelques minutes. Ok, donc là il est en train de démarrer normalement. Je dois pouvoir vous montrer peut-être. Ouais, je vais vous montrer. Voilà. Non, je suis pas sur le bon écran. Si, voilà.
Si, c'est bon. Donc là, vous voyez le démarrage du Raspberry Pi. Donc, donc là, quand ça fait des bandes comme ça, c'est qu'il est en train de redémarrer. C'est normal. Ok. Donc en fait, le premier démarrage, il finit l'installation et il étend le disque dur. Par défaut, je sais plus combien de gigas ça prend. Il fait une petite partition et au premier démarrage, il voit qu'il y a un disque dur complet, donc il va s'étendre sur tout le disque dur. Donc moi, c'est un 256 Go. Donc là, je vais me retrouver avec une partition 256 Go. Je vous ai pas du tout parlé de ça, mais bien entendu, il aurait été possible, enfin il est possible, de le faire à l'install ou après coup, d'aller définir différentes partitions. On peut imaginer par exemple faire une partition pour le système et une partition pour les données. Comme ça, quoi qu'il arrive, admettons qu'on mette trop de données, qu'on remplisse le disque dur, le système va continuer de tourner, donc on pourra toujours avoir accès pour nettoyer le système. Là, j'ai fait qu'une seule partition, mais éventuellement, on pouvait en faire deux, on pourra voir ça une autre fois. Donc là, il a démarré. À l'écran, il vous donne l'IP. Donc c'est 192.168.1.77. Donc là, si je raffiche, je prends mon PC, je retourne sur mon PC sous Windows. Ok. Là, je vais me connecter. Donc, je vous ai parlé d'un protocole qui s'appelle SSH. Donc, il y a un client SSH installé sous Windows par défaut. Donc, je vais vous faire voir en tapant SSH. Il faut donner le nom. Mike, arrobase, l'adresse IP de votre serveur. Donc, moi, mon Raspberry Pi m'a dit que c'était 77. Voilà. La première fois, il vous dit, le SSH, un protocole chiffré. Il vous dit, est-ce que tu es d'accord est-ce que tu reconnais la signature? Donc, vous mettez yes. Voilà, et vous mettez le mot de passe que vous avez mis dans Raspberry Pi majeur. Ok. Si jamais vous n'arrivez pas à accéder via le SSH comme ça, vous pouvez utiliser un logiciel qui s'appelle Putty. C'est un client SSH. Voilà, hop. Qu'on trouve ici, voilà. Bon, je ne vais pas l'installer, moi, vu que j'en ai déjà un. Enfin, vu que j'utilise autre chose. Mais voilà, sinon, c'est Putty SSH. Donc là, première chose à faire, pour le moment, on a défini le mot de passe utilisateur. Donc moi, mon utilisateur, il s'appelle Mike. Attendez, je vais essayer de voir. Est-ce que je peux vous mettre... comment je peux faire ça? Non. Je regarde si je peux vous grossir des caractères. Voilà, genre comme ça. On verra. Est-ce que ça marche? Enregistrer. Voilà. Alors, c'est pas très beau, mais ça sera plus visible à l'écran. Ok. Donc, première chose à faire, on va définir, je vous dis, là, on a un utilisateur, mais on n'a pas de mot de passe sur le compte route. Donc, on va taper une commande qui s'appelle sudo. Sudo sous Linux, ça veut dire que je vais demander des droits d'administrateur. Et on va taper une commande qui s'appelle passwd pour dire qu'on va changer le mot de passe du compte administrateur qui, sous Linux, s'appelle root. On définit un mot de passe pour ce compte root. Ok, donc là, il me dit que le password, il a bien été updaté. Donc, je peux utiliser ce compte root avec un nouveau mot de passe. Une commande sur Linux s'appelle sous espace moins. Donc là, c'est Raspberry Pi OS, la distribution Linux de Raspberry Pi. Ça s'appuie sur une Debian. Donc dès que vous êtes sous un OS Debian, donc par exemple, si vous installez ce qu'on est en train de faire sur un PC, si vous mettez une Debian, ça va être les mêmes commandes. Ça devrait se comporter à peu près pareil. Donc sous moins, il va demander le mot de passe. Ça va être pour passer administrateur. On le voit car quand je suis en vert comme ça, c'est que je suis un utilisateur. Quand il n'y a pas écrit vert et que surtout il y a dièse au lieu de $, ça veut dire que je suis administrateur. Première chose à faire, donc on est d'accord, on est dans un Home Lab, on va se simplifier la vie. Là par exemple, on va autoriser le SSH directement sur le compte route. Ça, c'est parce qu'on est dans un Home Lab et que vous montez votre serveur. Moi, je vous conseille de le faire comme ça. Si un jour vous mettez des vrais serveurs en production, au niveau sécurité, il faut justement pas faire ça. Voilà. Mais là, pour chez soi, moi je trouve ça plus pratique, donc je vais le faire. Donc là, il y a l'équivalent notepad.exe sur votre Windows.
sous Linux, il y a un logiciel qui s'appelle Nano, qui est un éditeur de texte. Donc vous faites nano espace /etc /ssh /sshd -config. Ça, c'est le fichier de config du service SSH. Donc, je ne vais pas vous parler aujourd'hui de où se trouvent les fichiers, quel est l'équivalent de C2.Windows sous Linux, quel est l'équivalent de Program Files, quel est l'équivalent de mes documents sous Linux. Alors, mes documents, si, parce que ça s'appelle le Home, on en aura besoin tout à l'heure. On ne va pas rentrer trop dans ces détails. En tous les cas, pour configurer le SSH, c'est ce fichier-là qui m'intéresse. Vous faites entrer. Et là, ce qu'on va aller faire, c'est que par défaut, vu que c'est pas bien au niveau sécurité, vous voyez, permis root login, on va le décommenter en enlevant le dièse. Le dièse, ça veut dire qu'il y a un commentaire. Et là, on va mettre yes. Voilà. Pour enregistrer, c'est CTRL-X. Là, il vous dit, est-ce que j'enregistre les modifications? Vous faites oui. Là, on a modifié le fichier de config de SSH. La preuve, si j'y retourne, permis root login, yes, il est toujours. Pour que la modification soit prise en compte, il faut redémarrer le service. Sous Linux, en tous les cas sur Raspbian, c'est toujours comme ça. C'est service espace le nom du service. Donc là, moi, c'est SSH. Et on va faire un restart. Voilà, le service est redémarré. Comme on peut le vérifier, je vais sortir. Donc exit et exit une deuxième fois pour me déconnecter. Première fois, je me suis déconnecté de l'utilisateur root. Et la deuxième fois, je me déconnecte de l'utilisateur Mike. Donc là, je me retrouve sur mon ordinateur sous Windows. Je vais aller me reconnecter en SSH. La différence avec tout à l'heure, c'est que là, je vais me connecter avec le compte root directement. Ça m'évitera de faire sous, etc., plus tard. Ok, donc là, on a juste installé notre Linux. Ce qui est déjà une première étape cool. L'équivalent de Windows Update, c'est ce qu'on appelle un apt-get update. Alors, il y a deux commandes. Il y a apt-get update qui va aller vérifier s'il y a des mises à jour. Et ensuite, on va lancer un apt-get espace upgrade qui va aller télécharger et installer les mises à jour. Donc, il faut faire attention quand vous faites ça. Là, vu qu'on vient d'installer Raspberry Pi, il n'y a aucun souci. Vu qu'on n'a installé aucun autre outil, ça devrait bien se dérouler. Mais attention, si dans un an, vous voulez faire un apt-get update upgrade, faites bien vos sauvegardes. Ça, je ne vous l'ai pas dit, mais de toute façon, il vaut mieux faire les sauvegardes régulièrement. Donc apt-get update, là, il va aller chercher, il va aller voir s'il y a des nouvelles mises à jour. Ça va les mettre à jour, ce qu'on appelle les dépôts sous Linux. Donc il va dire, bah voilà, moi je suis un Linux comme ça, je suis sur Raspberry Pi, ça. Et quand vous faites un apt-get upgrade, là ça va, voilà, donc là ça me dit qu'il y a 25 mégas de mise à jour. Donc il me demande de faire Y pour yes, je fais yes. Là il va m'installer les mises à jour. Donc là ça peut être plus ou moins long, vu que je viens d'installer le Raspberry Pi, normalement il est déjà à jour. C'est pour ça que j'ai que 25 mégas et pas plusieurs gigas de mise à jour. Ok. Donc là, il met pas mal de paquets à jour. Ça peut être plus ou moins long. Ok, donc là, il a fini. Il y a une chose que je ne vous ai pas parlé aussi. Alors, je vous donne des petits tips comme ça si vous découvrez Linux. Je ne sais pas, c'est peut-être le cas. Il y a une autre commande qui est pratique, qui est installée d'origine, qui s'appelle htop, qui permet de voir les ressources. Donc là, htop, ça me dit que là, mon système d'exploitation qui est démarré, en processeur, il ne se passe rien. Sur un des corps, par moment, il monte un peu. Il y a 4 corps dans un Raspberry Pi 5. Et la mémoire, sur mes 8 Go, j'utilise que 129 mégas. Donc ça va être intéressant. Le fait de ne pas avoir chargé l'interface graphique, ça me permet ça. Ça me permet d'économiser le plus de ressources possible, quoi. La dernière case, là, le swap. Il y a 512 de swap. Le swap, c'est quoi? C'est quand la mémoire arrive au-dessus des 8 Go, il va utiliser une partie du disque dur pour simuler de la RAM, la mémoire RAM. Bon, honnêtement, on ne devrait jamais arriver dans les 8 Go, donc
il devrait jamais taper dans le swap, à mon avis. Mais bon. Faut savoir que là, j'ai utilisé Raspberry Pi OS, mais si je vais sur Internet et que je vous montre, il y a une autre distribution. Alors là, je ne l'ai pas utilisée, mais elle peut être intéressante, ça s'appelle DietPi. Voilà. Et si je compare DietPi avec un Raspbian Lite 64 bits, voilà. Alors, eux, ils disent que un Raspbian Lite 64 bits, ça prend 177 mégas. Bon, moi, je suis qu'à 129, hein, a priori, mais bon. Ok, moi, je suis qu'à 129. Bon, admettons. N'empêche que DietPi, ils annoncent 118, donc c'est moins. Raspberry Pi OS, il va démarrer 22 services. DietPi va en démarrer que 9 par défaut, etc., etc. Le boot d'un Raspberry Pi OS, ça va mettre 14 secondes. Sous DietPi, ça va mettre moins de 7 secondes. Et l'installation de Raspberry Pi OS aussi, au lieu de 400 mégas, fait que 178 mégas. Voilà. Bon, je ne suis pas parti dans cette distribution, mais je la connais, je l'utilise régulièrement. Là, pour cette démo, je ne l'ai pas fait ça parce que je voulais vous faire voir les choses un peu les plus basiques, les premiers pas pour faire son Home Lab et son serveur. Mais ça peut être intéressant si vous avez par exemple un petit Raspberry Pi 5 en 4 Go ou 2 Go, bah, on va peut-être vouloir grappiller quelques centaines de mégas par-ci par-là. Donc ça peut être intéressant d'utiliser DietPi. Il y a quelques petites choses qui changent. Les outils, par exemple, il y a un outil sous Raspberry Pi que je vais vous montrer qui s'appelle raspi-config, qui est un petit outil graphique qui permet de configurer des choses comme la localisation, les points Wi-Fi, où sort l'audio, est-ce qu'il sort sur le HDMI ou sur du jack, comment se comporte le login, est-ce que la LED elle clignote, enfin pas mal de petits outils comme ça. Aussi, savoir si vous voulez activer autre chose. Là, on a activé le SSH, mais on pourrait activer par exemple VNC. VNC, c'est pour avoir un retour graphique. Donc, si vous mettiez un Raspberry Pi OS avec une interface graphique et vous activiez VNC, bah, de votre Windows, vous pourriez manager, bouger la souris de votre Raspberry Pi. C'est aussi là qu'on active les entrées et sorties, qu'on appelle les JPIO sur un Raspberry Pi. Donc, ça s'appelle Raspberry Pi OS. Et sur DietPi, il s'appelle DietPi Config, je crois. Voilà, c'est un autre outil. Mais sinon, ça va se comporter, le principe va être plus ou moins le même à chaque fois. Donc là, on a installé notre OS, il est à jour, et on est prêt à faire la suite. Donc la suite, ça va être quoi? La suite, c'est que je vous ai dit, on va essayer d'installer un serveur et poser les bonnes bases. Avant, fut un temps, si j'ouvre un navigateur web, hardware, voilà. Est-ce que je peux avoir un petit dessin? Barre métal. Eh ben tiens, ce schéma-là, il va être super. Il va même plus loin que ce que je voulais vous montrer. Voilà. Donc fut un temps. Dans l'ancien monde, on utilisait du hardware. Donc ici, c'est un Raspberry Pi. Dessus, on mettait un système d'exploitation, la partie en jaune. Et après, on mettait nos applications. Donc, par exemple, application 1, application 2, un serveur MySQL, Apache pour faire un serveur web. On veut héberger le site web un blog sous WordPress. Donc, on mettait WordPress. On gérait tous nos outils comme ça, côte à côte. Le truc, c'est que l'app 1 et l'app 2, s'ils utilisent des bibliothèques qui ne sont pas compatibles, ça pouvait être compliqué et foutre le bordel. Donc ça, ce principe-là, on l'a remplacé depuis déjà un paquet d'années. Je ne sais plus trop en quelle année, mais on l'a remplacé par de la virtualisation. Donc la virtualisation, c'est quoi? C'est que vous avez toujours votre hardware, vous avez toujours votre système d'exploitation. Dessus, vous mettez ce qu'on appelle un hyperviseur. Donc on va appeler ça, alors, je vais schématiser exprès, c'est pas tout à fait ça, mais j'aurais vraiment schématisé. On va appeler ça un émulateur. Sur cet émulateur, vous allez mettre des systèmes d'exploitation invités. Donc par exemple, en bleu là, Guest OS, on va dire que ça peut être un Linux. Puis là, on va mettre par exemple un Windows. Et après, sur chaque OS, vous allez mettre vos applications. Donc ça, on a fait ça pendant des années. Alors ça marche très bien, c'est cool. Ça permet par exemple d'avoir un PC avec du Linux dessus, et puis dessus de faire tourner d'autres distributions Linux avec d'autres applications, ou d'autres Windows avec d'autres applications. L'inconvénient de cette solution de virtualisation, c'est qu'à chaque fois, on remet la brique GuestOS là. Donc,
un Windows avec une couche graphique, ça pèse 12 Go. Un Linux avec une couche graphique, je ne sais pas combien ça pèse, j'utilise jamais en graphique, mais bon, je pense qu'on ne doit pas être si loin de ça, on doit peut-être à 10 Go, mais en tous les cas, ça prend quelques gigas tout de suite. Donc ça veut dire que vous allez à chaque fois perdre beaucoup de place sur le disque dur, sur les ressources du disque dur, et accessoirement, vous allez aussi, vu que vous allez traîner à chaque fois tout le système d'exploitation, vous allez charger en mémoire aussi des outils qui sont à la fois sur la machine de base, mais vu que vous en avez besoin sur les OS, par exemple, mon éditeur de texte Nano, ici, là, bah, il est dans cette brique jaune, mais si j'en ai besoin dans une machine virtuelle, il va falloir que je le réinstalle là. Donc je l'ai 2 fois. Donc il va être potentiellement chargé en mémoire plusieurs fois alors que c'est le même outil. Donc ça, c'était avant. Maintenant, on va encore plus loin. On utilise de la conteneurisation. Alors, conteneurisation, j'ai un petit schéma sur le bureau. Bon, c'est pour la beauté du geste que je l'ai mis de côté, hein, parce qu'en fait, honnêtement, c'est le même que celui que vous venez de voir. Donc la machine virtuelle, c'est cette partie à gauche. Et la conteneurisation, c'est ça. Donc toujours le hardware, en bleu foncé, là. On a un système d'exploitation dessus. Ensuite, au lieu d'avoir un hyperviseur, un émulateur, on a ce qu'on appelle un moteur de container. Donc moi, j'utilise un moteur qui s'appelle Docker. On va aller voir après. Et au-dessus de Docker, la différence, c'est au lieu de remettre un système d'exploitation plus des librairies, plus mon application, on va pas avoir besoin de remettre la couche système d'exploitation. Elle va être partagée. Dès que je veux que mon application et mes librairies ont besoin du système d'exploitation, ça va l'interroger le système d'exploitation ici en bleu. Voilà. Donc le gros avantage, c'est qu'à chaque fois, on ne va pas traîner tout l'OS, tout le système dans nos conteneurs, mais seulement ce qu'on a besoin. Donc c'est beaucoup plus léger et beaucoup plus portable. L'avantage de ça, c'est que du coup, si par exemple mon application et mes binaires ici en rouge, je veux les déplacer sur un autre serveur, bah, je prends ces 2 petites briques-là et je vais les envoyer sur un autre serveur. Et du coup, bah, vu que c'est léger, ça va aller beaucoup plus vite à se déployer. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des conteneurs. Moi, je vous conseille d'utiliser ça pour votre lab. Pourquoi? Parce que si je reprends mon schéma, excusez-moi, je l'ai peut-être fermé un peu vite. Tout ce que vous allez faire là, si par exemple vous installez des librairies ici, ils vont juste être installés ici, dans App 1. Si après vous allez dans un autre container à côté, vous installez des librairies et des fichiers, ça va juste être fait ici. Du coup, vous n'allez jamais toucher à votre système d'exploitation de base. Du coup, lui, il va tout le temps rester propre, quoi. Donc, le gros avantage, ça va être de laisser ce système d'exploitation propre. Et je vous prends un autre exemple, un autre avantage des containers. Vu que ça va isoler bien chaque application, admettons que là, vous avez un site web, donc je sais pas, un blog, WordPress, vous oubliez de le mettre à jour, il se fait pirater, et bien le pirate, il va juste casser votre application et vos binaires, toute la partie rouge. Voilà. Il va falloir qu'il soit très 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 fort pour pouvoir redescendre au niveau de votre système d'exploitation. Voilà. L'autre avantage que je vois dans un Home Lab, alors c'est pas bien encore une fois niveau sécurité, mais n'empêche que en utilisant des containers, vous limitez beaucoup les dégâts. Moi, je mets bien à jour mes briques rouges, oranges et vertes là, mais le système d'exploitation là, je le mets rarement à jour en fait. Quand de temps en temps j'y pense, je fais un apt get update upgrade, je fais une sauvegarde avant et je lance ça. Mais sinon, du moment que mes briques là, qui sont elles exposées sur internet, sont à jour, bah, je limite beaucoup les dégâts. Et puis encore une fois, si le gars il pète la brique rouge, il va péter que cette partie là. Voilà. Donc ça c'est vraiment l'avantage des containers. Donc le moteur de container que j'utilise, il s'appelle Docker. Alors, je ne le connais pas par cœur, donc je vais aller voir sur Wikipédia. Donc ouais, c'est ça. Ça a été lancé en 2013. Donc ça a 12 ans. C'est devenu un peu le leader de... Enfin, c'est un des leaders de la conteneurisation. Il y en a d'autres, hein, mais il est vraiment... Il est très utilisé. Donc, du coup, forcément très maintenu. Voilà. Il est open source, ce qui est important, j'ai oublié de vous dire. Donc, grosse communauté derrière. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous lire sur Docker. Donc, désolé hein, si mes explications étaient un peu longues, mais c'était important de vous expliquer un peu tout ça.
Alors, je me suis fait un petit fichier texte pour rien oublier de ce que je voulais dire. Ah oui, dernière chose. Je viens de le voir dans mon petit fichier texte, j'avais oublié de vous en parler. Autre avantage de Docker, des containers, c'est qu'il existe ce qu'on appelle un Docker Hub. Un Docker Hub, c'est quoi? C'est que la communauté, il y a des gens qui travaillent déjà et qui vont packager des applications. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Vous pouvez utiliser des briques de containers qui sont déjà prêtes, clés en main. Alors, vous pouvez les faire de zéro. On pourra regarder comment les faire de zéro. Mais si vous avez besoin, pour un projet, par exemple, d'une base de données, bah, vous pouvez monter une base de données en quelques secondes. Donc, par exemple, si je tape MariaDB, voilà, donc là, je suis sur le container officiel. Donc, je vous conseille d'utiliser les images officielles à chaque fois. Donc, elles sont vérifiées. Quand je dis vérifiées, c'est qu'elles fonctionnent. Elles sont certifiées sans virus, etc., etc. Voilà. Et donc là, c'est la doc de comment installer MariaDB dans un container. En gros, je vais lancer cette commande et je vais me retrouver avec un container de base de données MariaDB. Voilà. Donc ça, c'est l'autre gros avantage aussi des containers. De pouvoir s'appuyer sur la communauté et les containers qui sont déjà préexistants. Donc, première chose à faire, on va aller installer Docker. Donc là, je me suis fait un petit fichier texte. Voilà. J'ai rien à inventer, hein, je vous montre. J'ai tapé Docker, Debian. Voilà. Alors pourquoi je tapais Debian? C'est parce que Raspberry Pi OS s'appuie sur la Debian. Et voilà, et j'ai suivi cette doc-là. C'est ça que j'ai copié dans le fichier texte. La seule différence dans ma version dans le fichier texte, c'est que j'ai enlevé les sudo. Sudo, c'est quand on n'est pas admin, c'est pour passer admin. Moi, vu que je suis déjà administrateur, j'ai pu enlever tous les sudo. Donc on va taper toutes ces lignes de commande. Donc je vais faire des copier-coller et je vais essayer de vous les expliquer. Je ne vais pas tout vous expliquer en détail. On va le faire en plusieurs passes. On va aller faire ça déjà. Donc le apt-get update, je ne le fais pas parce qu'on l'a déjà fait il y a 5 minutes. Donc là, j'ai copié le texte. Je le colle dans mon SSH. Je fais entrer. Donc là, ces lignes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller mettre à jour les dépôts Docker. Vous savez, quand on fait apt-get update, apt-get upgrade, tout ça, je vous ai parlé de dépôts. Bah là, on va dire, tiens, voilà les dépôts pour installer Docker. Alors non, pour être précis, je dis des bêtises. On va rajouter des certificats dans la première partie, et là, maintenant, on va ajouter des dépôts. Bon. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ok, c'est bon. Donc là, on refait un apt-get update, parce que là, maintenant, on a bien ajouté les dépôts Docker. Ok. Et maintenant qu'on a installé les dépôts Docker, on va pouvoir utiliser une nouvelle commande qui s'appelle apt-get install. Et après, il faut mettre le nom des logiciels que vous voulez installer. Donc là, on va installer Docker CE. Alors, c'est le moteur. Hein. Docker Compose, on va l'utiliser plus tard. Enfin, en tous les cas, Docker, c'est l'ensemble de tous ces outils-là. Donc, je ne vous demande pas de comprendre tous les paquets, hein, peu importe. L'idée, c'est que vous installez tous ces paquets. Ok. Donc là, on va... attendre la fin de l'installation. Je sais plus combien il y a d'étapes. Ok. Alors, j'ai cru que c'était fini, mais non. Ok. Donc là, elle a fini. Comment on peut savoir que Docker est bien installé? Vous tapez Docker espace PS. Ok. Si ça vous ramène des choses comme ça, ou vous tapez Docker tout simplement. Si vous propose la doc, c'est que c'est installé.
Ok. Alors, je vais vous donner... voilà. Dans la doc, il donne un exemple. En informatique, il y a toujours un code qu'on appelle Hello World. C'est quand vous programmez quelque chose, le premier programme, c'est juste afficher Hello World à l'écran. C'est pour tester, c'est le premier programme qu'on fait en informatique. Donc là, il y a un container qui va démarrer, qui va juste écrire Hello World. Mais ça va nous permettre de tester l'installation. Donc là, alors, attendez, je vais remonter. Je ne sais pas si vous avez vu. Voilà. Si je regarde ici, il met download nouvelle image for Hello World. En fait, quand vous mettez une ligne de commande Docker Run et le nom d'un container qui existe, il va aller sur le Docker Run le chercher, et s'il n'est pas existant en local, il va le télécharger. Donc là, Hello World des petits, ça a été vite. Mais si vous avez des containers qui sont beaucoup plus gros, par exemple 500 mégas, il va falloir télécharger les 500 mégas. Ça va être la première fois. Ensuite, tant qu'il n'y aura pas de nouvelle mise à jour, ça ira chercher la version locale. Voilà. Voilà. Et donc ce container, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Hello from Docker. Donc c'est tout. C'est tout ce qu'il fait. Mais ça veut dire que ça fonctionne. Si je retape ma commande Docker PS. Alors. Ah oui, il est éteint, je suis bête. Donc je vais pas vous montrer ça. Je sais plus comment on fait pour voir les images Docker, container, éteint, ligne de commande. Je sais plus, il y a une commande qui permet de voir les conteneurs même éteints. Ah voilà, ça va être -A. Bon, c'est pas grave, si c'est pas ça, on va continuer. Voilà. Donc Docker PS, ça vous fait voir les containers qui sont allumés. Donc là, c'est pour ça qu'il n'y avait rien d'affiché sur cette ligne-là. Docker PS -A, ça va vous lister les containers même s'ils sont éteints. Voilà. Donc là, il me dit qu'il est éteint depuis 1 minute. Ok. Bon. Ces lignes de commande, donc il y en a plein. Si je retourne, si je vais voir la doc, il va y avoir Docker PS pour lister les containers. Il va y avoir Docker Image pour lister les images qui sont déjà en local. Donc si je vous fais Docker Image ls, voilà, ça me dit que là en local sur la machine, j'ai déjà l'image d'installation de mon container qui s'appelle Hello World, qui fait que 5 kg d'ailleurs, vous avez vu. C'est vraiment pour ça que je vous ai dit que le programme, il écrit juste Hello World, hein, ce container. Voilà. Bon. Là où je voulais en venir, c'est que tout ça, je pourrais vous expliquer toutes les lignes de commande. Mais moi, je suis pas forcément pour la ligne de commande, surtout quand on débute. C'est bien de savoir que une interface graphique, c'est juste une surcouche à des lignes de commande, surtout pour Docker, mais on n'empêche qu'on va utiliser une interface graphique pour gérer nos conteneurs et ce sera beaucoup plus simple. L'interface graphique, il y en a plein qui existent. Il y en a une qui s'appelle Portener. Voilà. Qui est aussi gratuite, en tous les cas pour une utilisation personnelle. Donc pour votre Home Lab, en fait, la limitation, c'est combien vous avez de serveurs. Parce qu'on peut imaginer que le Portener, là, il gère 15, 20, 30 serveurs. Vous allez avoir qu'un seul serveur. Jusqu'à 3, Portener est gratuit. Donc pour un Home Lab, chez vous, c'est super. Donc moi, j'utilise Portener et on va l'installer ensemble. Comme ça, on va pouvoir créer des containers directement via Portener. Ça va être beaucoup plus simple que de les faire à la main. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira jamais taper de la ligne de commande directement en SSH comme on l'a fait lors de l'install. Parce que des fois, on aura besoin. Mais pour se simplifier la vie, Portener, c'est une bonne alternative. Donc, pareil dans le fichier texte que je m'étais préparé. Donc là, les deux lignes qu'on va taper, je ne les ai pas inventées. Hein, on les trouve sur la documentation de Portener. Alors, je vous les explique. Docker volume create Portener data. Ça, en fait, on va en reparler tout à l'heure, mais quand vous créez un container, il y a un volume associé. C'est où est-ce qu'il va stocker ces données, ce container. Si je prends l'exemple d'un site internet, eh ben, il va y avoir tout ce qui fait tourner le site internet, donc le serveur web, l'interpréteur PHP, par exemple,
Puis il va y avoir vraiment les données PHP. Et on veut que ces données, quoi qu'il arrive, on les garde. Même s'il y a une mise à jour du container et tout, c'est des données qu'on veut persistantes. Donc pour rendre les données persistantes, on va créer ce qu'on appelle un volume en terminologie Docker. Et la commande, c'est Docker, volume, create, et le nom de votre... le nom que vous voulez donner à votre volume. Donc là, on va créer un volume pour partenaire, qui s'appelle partenaire data. Voilà, il est créé. Et ensuite, on va démarrer ce container grâce à cette ligne de commande que je vais vous expliquer. Alors, ça va être la seule qui va être un peu chiante, mais c'est intéressant de la comprendre. C'est la seule qu'on va taper en ligne de commande. Après, on le fera justement. Là, vu qu'on n'a pas d'outil graphique qu'on est en train d'installer, on est obligé de le lancer en ligne de commande. Donc, Docker Run, c'est pour dire qu'on va démarrer un conteneur. -P, ça veut dire qu'on va définir des ports. Vous savez, quand vous démarrez un service comme un site internet, ça démarre sur un port. Par défaut, c'est 420 ou 443 pour quand vous allez sur un site internet. Là, vous voyez, il y a écrit un port qui est 8000, 2.8000. Qu'est-ce que ça veut dire 8000, 2.8000, ça veut dire qu'on veut que sur la machine, sur notre Raspberry Pi, on veut que le port 8000 soit redirigé vers le port 8000 du conteneur. Mais rien ne nous empêche de dire, bah nous, on veut que ça soit 777, ici, vers le port 8000. Voilà. Celui qu'il ne faut pas changer, celui qui est dans le container, parce que ça, on ne le maîtrise pas, c'est le cambouis, c'est le moteur de partenaire. Par contre, le port avant les 2 points, on pourrait le changer. Donc, -P, donc on laisse tout ça par défaut. -name, après, vous mettez le nom. Donc là, on l'appelait partenaire, mais on pourrait l'appeler autrement. -restart égale always. Ça peut être intéressant pour partenaire. C'est que quoi qu'il arrive, si le service partenaire s'arrête, par exemple, ou quand Docker démarre, parce que le Raspberry Pi n'a plus de courant et d'un seul coup le courant est revenu, et ben il va redémarrer automatiquement ce container. Donc vu que ça va être lui qui va permettre de gérer tous les autres, ça peut être intéressant de le redémarrer automatiquement. Ça, je vous en parle pas pour le moment, ça va être un peu technique. Et -V, c'est pour indiquer le volume. Donc là, ce qu'on dit, vous voyez, il y a ce qu'il y a avant les 2 points et après les 2 points. Donc le fameux partenaire data, c'est le volume qu'on a créé tout à l'heure. Et bien là, en fait, on lui dit que tout ce qui va se trouver dans /data du container va être copié dans le volume qui s'appelle partenaire data. Voilà. Et enfin, la dernière partie, c'est pour dire le nom de notre image. Donc là, ça s'appelle partenaire CE de .lts. Où on trouve le nom de notre image. Si je retourne sur le Docker Hub tout à l'heure, quand je vous parlais de MariaDB, ben voilà, MariaDB, si je veux l'installer, ça s'appelle MariaDB. Et si je vais voir ce qu'on appelle des tags, mais c'est plus compliqué, ça c'est ce qu'il y a, oublié pour le moment, mais c'est ce qu'il y a derrière les 2 points. Voilà. Donc là, moi je veux partenaire 2 points latest pour la dernière, et si je voulais MariaDB, bah, je ferais MariaDB 2 points latest pour la dernière. Le fait de mettre latest, ça veut dire que quoi qu'il arrive, il va toujours prendre la dernière qui est en ligne sur le Docker Hub. Je me rends compte que quand je vous l'explique, c'est quand même assez technique. J'espère que vous suivez. Ok, donc là, on va déployer partenaire. Ok, donc là, il a fini de déployer partenaire. Si je fais Docker PS, à la différence de tout à l'heure, ce n'est plus vide. Il m'indique qu'il y a bien un conteneur qu'un identifiant qu'il a inventé, qui a utilisé l'image partenaire CE-LTS, qu'il est démarré depuis 5 secondes, et qui a des ports mappés, etc., etc. Donc là, pour la suite, en fait, on peut directement aller dans un navigateur. Vous tapez https l'IP de votre Raspberry Pi. Donc dans mon exemple, moi c'était 77. Et là, c'est écrit dans la doc, hein, ça ne s'invente pas. Il faut aller chercher le port 9443. Donc pour aller chercher un port dans une URL, c'est 2 points et le port indiqué. Donc là, il me dit que le certificat n'est pas sécurisé, c'est normal, puisque c'est pas le sujet du jour, mais si on veut des certificats qui n'ont pas de message d'alerte, il faut acheter des certificats sur Internet.
Donc là, vu qu'on ne l'a pas acheté, il n'est pas certifié par une autorité de certification, ça s'appelle. Du coup, on a cette petite alerte, mais c'est pas grave. Donc là, on arrive bien sur install de Portener, enfin sur la fin de l'install. Vous donnez un login, un mot de passe, à savoir qu'il veut un vrai mot de passe. Donc je crois que c'est... bah voilà, c'est écrit en dessous 12 caractères. Voilà, vous pouvez éventuellement décocher ça si vous voulez pas que les stats remontent à l'éditeur de Portener. Et vous faites Create User. Voilà. Là, on va aller ici. Voilà. Donc là, on est dans l'interface de Portener. Et vous voyez là, on voit le Raspberry Pi. Ce qui s'appelle local, là, c'est mon Raspberry Pi. J'ai qu'un serveur de toute façon, donc il est là. Alors d'ailleurs, on va tout de suite faire une chose. On va aller dans environnement. Voilà. Et à la place de local, on va l'appeler Raspberry Pi 5. Attendez. Ouais. J'avais juste un doute de savoir s'il y avait deux R. C'est con. Voilà. Et là, vous allez mettre l'adresse IP aussi. Je vais vous faire voir pourquoi tout à l'heure. Mais mettez-la tout de suite, ça évitera d'y revenir. Voilà. Vous faites update. L'avantage, c'est que maintenant, quand je vais dans Home, là, ça m'indique que c'est bien le Raspberry Pi. Donc c'est là que je vous disais, vous êtes limité à 3, on appelle ça des nœuds, ou nodes en anglais. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 serveurs dans Portener en version gratuite. Donc là, j'en ai qu'un, c'est celui-ci. Si je clique dessus, qu'est-ce que j'ai comme option? On va aller les voir ici. Donc, il y a déjà... Alors, je vais commencer par les containers. C'est la chose principale que fait Docker. Donc là, il me dit qu'il y a un container qui était marré, qui s'appelle Portener. Il dit qu'il y en a un qui est éteint, qui était le Hello World. Donc lui, j'en ai plus besoin, celui qui me servait de test tout à l'heure. Donc lui, déjà, je peux le supprimer en allant ici. Donc au lieu de faire un Docker RM pour supprimer le container, là, on va pouvoir passer par interface graphique et on va faire Remove. Après, il y a ce container-là, Portener. Là, lui, on ne peut pas l'effacer. C'est normal. On ne peut pas scier la branche sur laquelle on est. Donc c'est normal qu'on ne puisse pas l'effacer, quoi. Le fait d'avoir rentré l'adresse IP il y a quelques minutes dans Environnement, ça permet que quand vous allez ici, vous pouvez aller directement cliquer pour ouvrir les pages. Donc là, c'est Portener, c'est pas intéressant. Mais si plus tard on met un serveur web, bah, quand vous cliquerez ici, ça vous redirigera directement vers l'URL du serveur web. C'est pour ça que je vous ai fait mettre l'adresse IP du Raspberry Pi. C'est pour que cette option-là soit fonctionnelle. Qu'est-ce qu'on peut faire sur cet écran-là, Container? Il y a ces icônes-là qui vont nous intéresser. Et premier, ici, on peut voir les logs du démarrage du container. Donc quand les choses vont bugger, c'est ici qu'on pourra le voir. Là, ça a l'air pas mal. Il y a un peu de rouge, mais de toute façon, ça a démarré. Il dit que Podman n'est pas maintenu, mais c'est un truc qu'on n'utilise pas, on s'en fout. L'autre icône qui va nous intéresser, c'est lui. Celui-ci, ça permet d'ouvrir un shell, donc de la ligne de commande directement dans le container. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin justement d'activer SSH dans vos containers ou ce genre de choses. Vous allez directement dans la console, et ici, quand vous faites Connect, hop, vous vous retrouvez dans le container. Je vais vous faire voir tout à l'heure, ou maintenant, je vais vous faire voir tout de suite. On va créer un nouveau container, et je vais vous faire voir qu'on peut aller éditer aller dans le shell, et puis taper ligne de commande comme si c'était une machine virtuelle ou un autre serveur, sauf qu'on est juste dans un autre container. Donc pour faire ça, pour rajouter un nouveau container, on va aller dans Add Container. On va lui donner un nom. Je vais l'appeler Demo 1. Ensuite, on va aller dire l'image qu'on va chercher sur le Docker Hub. Moi, je vais aller chercher un serveur qui s'appelle Nginx. Nginx, c'est juste un serveur web qui héberge des pages web. L'avantage, c'est qu'il est petit. C'est juste pour faire la démo. Et je vais cocher un truc qui est intéressant. Qui est cette option-là. Pour les démos, là, je vais cocher ça. Ça permet de dire, votre serveur Nginx, quand il va démarrer, vu que c'est un serveur web, il ouvre un port. En général, il ouvre le port 80 ou 443, je vous ai dit tout à l'heure. Sauf que ce port-là, il faut le mapper sur un autre port qui n'est pas utilisé sur le Raspberry Pi. Donc, soit il faut aller vérifier et le faire à la main et
être sûr que le port n'est pas déjà pris, soit si vous cochez cette option-là, c'est Docker qui va trouver un port disponible et il va aller automatiquement le mapper. Donc pour les démos, c'est pas mal d'utiliser du port automatique, du random host port, ils appellent. Comme ça, le port va être mappé automatiquement. Donc on va déployer le container. Donc là, la première fois, comme tout à l'heure pour Portener, ça va aller le télécharger via le Docker Hub, donc ça va mettre un peu de temps. Mais si je vais le faire tout de suite après, vous allez voir, je vais démarrer un démo 2, et vous allez voir que là, il se déploiera beaucoup plus vite, quoi. Donc là, j'ai déployé démo 1. Il m'a dit ici, vous voyez que c'est mappé sur un port 32768. Donc ça, c'est Docker qui a géré ça tout seul. Il a pris un port au hasard. Si je fais un démo 2, je réutilise Nginx. C'est juste pour vous faire voir que ça va aller plus vite cette fois-ci. Je coche publier le port. Voilà. Vous voyez, la deuxième fois, ça a été beaucoup plus vite. Parce que maintenant, dans les images, il a Docker. Il a Nginx, pardon, qui est là. Donc vu qu'il est en local, l'image de 200 mégas, il n'a pas besoin de la retélécharger. Donc à chaque fois que je vais relancer un container, si l'image est en local, eh ben c'est bon. Donc là, je vais juste aller voir que mon serveur Nginx, il démarre. Donc si je clique là, ça m'ouvre bien mon premier serveur Nginx qui est sur le port 32768. Et là, j'ai un deuxième port, un deuxième serveur Nginx sur le port 32769. Ok. Pour vous faire voir l'histoire du shell que je vous racontais, si là, je vais dans le shell du Nginx numéro 1 démo 1, je fais route, hop, vous voyez, là, je suis sur un Linux en fait. Donc là, il suffit de savoir où se trouvent les pages Nginx, et puis je pourrais aller copier des pages, éditer des pages, créer des pages. Je ne sais pas où se trouvent les pages. Docker location. On va aller voir. Ah, c'est déjà de cette couleur-là, ça veut dire que je me suis déjà posé la question et que j'ai oublié la réponse. Voilà, c'est là. Oui, parce que là, justement, vous voyez, on n'a pas de fait de persistance de données. Donc là, ça veut dire que justement, si jamais je détruis le container et que je le reconstruis, bah, je vais reperdre mes données. Mais on va le voir ça plus tard. Là, je vais juste aller voir pour le moment qu'en effet, ici. Donc c'est là que j'ai ma page index.html. Si là, je crée une nouvelle page que j'appelle test.html et que je fais... je dois pouvoir faire ça. Echo. Non, je vais y arriver. Echo test. Echo, c'est pour... Là, en fait, j'essaye d'écrire test dans un fichier qui s'appelle... J'essaye d'écrire test dans un fichier qui s'appelle test.html. Je suis pas sûr que c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, je vais essayer. Hein. Non, je crois que j'ai fait n'importe quoi. Ah, j'ai créé un fichier qui s'appelle touch. Je me suis trompé. Erreur de débutant. Ok. Ok, donc là j'ai créé un fichier qui s'appelle test.html. Normalement, dans ce fichier, il y a écrit le mot test. Et donc si je retourne voir mon serveur Nginx, qui était sur le port, donc j'y retourne là, 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 et que je tape / test.html, voilà, ok. Donc là j'ai bien mon serveur web. Et je peux éditer mes pages, etc., etc. Donc si je vais sur 69, ça me met Notefun, parce que forcément c'est un autre serveur. Ça n'a rien à voir. C'est un deuxième container. Ok. Bon, c'était pour la démo. Je vais casser ces deux containers. Ok. Donc là, le gros avantage des containers, c'est que vous voyez, là, j'ai installé deux serveurs web, j'ai bricolé, j'ai créé une page. Bah là, au moment où j'ai fait remove, bah ça y est, tout est effacé. Donc j'ai rien abîmé sur mon système d'exploitation hôte de mon Raspberry Pi. Et bah, je peux continuer à bricoler. Et voilà. Donc je peux tester plein de choses sans mettre en péril à chaque fois tout le système, quoi. Donc ça, c'est intéressant. On a vu les containers. On a vu indirectement les images. Donc container, vous voyez ce que c'est. Les images, à chaque fois que vous démarrez un container, il va télécharger l'image sur le Docker Hub, il va la rapatrier en local.
Donc là, pour le moment, j'ai joué avec 3 images. Celle de Portener, qui est ici. Celle de Hello World, qui est inutilisée actuellement. Et celle de Nginx, qui est inutilisée. Nginx, on va la réutiliser dans 2 minutes. Donc on ne va pas l'effacer. Par contre, c'est à cet endroit-là que je peux, par exemple, effacer toutes celles que je ne veux plus utiliser. Alors ça, il n'y a aucun risque à les effacer, puisque au pire, ça va juste mettre plus de temps à redémarrer le container la prochaine fois. Si j'efface Nginx, et ben au pire, la prochaine fois, il ira le retélécharger, quoi. Bon, pour gagner du temps, je ne vais pas l'effacer, mais il n'y a pas de gros risque à l'effacer. Ok. Et dernière chose qu'on va aller voir, c'est ce qu'on appelle les volumes. Donc les volumes, c'est pour la... Alors, les volumes, c'est pour la persistance des données. Vous voyez ici, le fameux porteneur data, il me dit qu'il est mappé sur le container qui s'appelle porteneur. Et là, je pourrais faire autant de volumes que je veux. Donc je pourrais faire un volume qui s'appelle Nginx data, et puis comme ça, mapper le répertoire que j'ai été édité tout à l'heure. Alors je ne sais plus comment il s'est... j'ai perdu son petit nom, mais c'était là où j'ai mis mes pages HTML. Je pourrais les mettre dans ce volume-là, et puis comme ça, il serait pérennisé à chaque fois, même si je détruis et que je redémarre le container, et ben, je ne perdrai pas mes pages. Pour les volumes, il y a 2 techniques. Il y a soit de passer par des volumes comme ça, qu'on va créer avant, et qu'on va les mapper dans le container, soit on peut faire des volumes de type bind, ça s'appelle. Bind, ça veut dire qu'on va aller dire que tel répertoire de notre serveur, il va à tel endroit sur notre machine hôte. Je sens que je vous ai un peu perdu. Je vous explique. Si je vais dans /home sous Linux, c'est l'équivalent de mes documents sous Windows. Donc là, il y a juste un utilisateur qui s'appelle Mike, pour le moment. Je vais créer un nouveau répertoire que je vais appeler Docker. Ok. Et en fait, je vais aller créer mes volumes ici en mode bind. Mode bind, ça veut dire que, par exemple, l'endroit où je stocke mes pages dans mon conteneur Nginx, je veux qu'il aille me mettre ça dans /home /docker /nginx. Donc je vais tout de suite créer un autre répertoire qui s'appelle Nginx. Non, d'ailleurs, je ne vais pas le créer. Je vais vous montrer qu'il va le créer tout seul. Enfin, encore mieux. Donc, je vais juste aller dans Docker, là. Ok, là, pour le moment, c'est vide. Je retourne sur Portener. Je veux redémarrer un nouveau conteneur. Je fais Add Conteneur. Je l'appelle Demo3. Je vais chercher Nginx. Alors, soit je remets un port dynamique, soit, vu que là, je commence à me dire, bon, c'est bon, j'ai besoin d'un site web, je veux l'héberger sur tel ou tel port. Donc, je vais dire que je veux aller définir le port sur lequel je veux l'héberger. Donc, à l'intérieur du conteneur, sur Nginx, c'est le port 80. Alors ça, je le sais d'habitude, mais je crois que c'est le port 80, normalement. De toute façon, c'est écrit dans la doc, hein. On va les vérifier au pire. Et je veux dire que je veux mapper le port 80-80 vers le port 80 de mon container. Ok. Donc on va déjà démarrer ça. Voir si déjà ça marche. Donc là, si je vais là, ok, j'ai bien Nginx qui démarre. Sauf que là, pour le moment, je n'ai pas fait de persistance de données. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, quand là, je rouvre le shell, tout à l'heure, je ne sais plus dans quel chemin c'était. Alors, j'ai encore oublié le chemin. Non, c'était dans share, je crois. C'était dans quoi Nginx. Ok. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce chemin-là, user, share, Nginx, HTML, c'est que même si je redétruis le container, à chaque fois que je le relance, que je le reconstruis de zéro, même s'il y a des nouvelles versions, même si je casse tout, je veux tout le temps garder ces pages-là. Donc je retourne dans mon container, et là je vais aller dire que je l'édite. Et ici dans volume, je vais aller rajouter un volume. Donc tout à l'heure je vous ai parlé de volume ou de mode bind, donc là on va utiliser le mode bind. Le mode bind, on va dire que le chemin du container qui est /usr share nginx html, on veut le mettre dans /.
HTML Docker, pardon, Home Docker, slash Nginx. Je voulais appeler. Ok. Et donc là, on va redéployer ce conteneur. Donc là, on l'a redéployé. Normalement, ça a pris les modifs en compte. Si je clique là, j'ai bien mon serveur web qui tourne sur le port 8080 qui est dirigé vers le port 80 de mon conteneur. Ça marche. Ok. Et si là, je vais ici, il m'a créé un répertoire Nginx tout seul. Ouais, alors là, là, il y a un truc qui me va pas. Là, il y a un truc qui me va pas. Ça fait pas ce que je voulais. Je croyais que j'allais voir share Nginx HTML. Ah bah si, c'est bon. Alors pourquoi? En fait, ce qui m'a trompé. Ok, donc là, ça c'est vide. Vous voyez, là, je suis dans le container. Et là, c'est vide aussi. En fait, ce qui m'a troublé, c'est que je pense qu'il y a le cache de mon navigateur qui m'a affiché la page alors qu'il n'y avait rien. Bon, pour vérifier, je vais créer une page que je vais appeler index.html. Ok, et là, je vais l'appeler mon test. Donc là, on est d'accord. Je suis sur la machine haute. Donc, qui, lui, dans le répertoire où il m'appelle container. Et là, je crée un fichier qui s'appelle index.html dans lequel j'ai écrit test. Et donc, normalement, si je vais là, voilà. Vous voyez, mon index.html dans mon container, il est bien apparu. Donc, ça veut bien dire que les deux sont mappés. Voilà. Et donc, si maintenant j'actualise ici, là, je pense qu'il y a il y a un problème de cache. Vous voyez, j'ai fait F5. Donc là, j'ai bien mon test. Voilà. Donc ça, voilà, c'est le principe des containers et des volumes et des images. Donc une fois que vous avez compris ça, c'est cool. C'est un grand pas en avant. Donc je pense, parce que là, la vidéo, ça va faire 54 minutes. Je ne sais pas si je vais la publier en un bloc ou je vais la découper. Je vais réfléchir à la chose. On fera une partie 2 en tous les cas, ou partie 3 si elle est découpée, pour vous expliquer la suite. Parce que là, il y a déjà beaucoup d'informations à comprendre. Mais c'était pour vous expliquer le principe de base de ce qu'est de l'utilisation des containers Docker et l'avantage qu'il y a, quoi. Voilà. Donc là, du coup, vous avez vu, on a démarré un serveur web Nginx et on a pu le démarrer très rapidement. Voilà. Vu que là, je ne vais plus en avoir besoin, je vais le détruire. Donc là, vous voyez, j'ai détruit mon container. Donc ça va plus répondre, ce qui est normal. Par contre, on est d'accord, ici, vous voyez, il y a toujours mes pages. J'ai toujours mon répertoire Nginx. C'est le gros avantage de faire les volumes bind en persistant. C'est que du coup, bah, admettons, voilà, c'est une pauvre page de test, mais si j'ai une application que j'ai développée, bah, je fais ça, je peux l'arrêter, puis à un moment, j'en ai besoin, bah, je rebind de mon volume, je redémarre un container et c'est reparti. Ok? Bon, là, pour le coup, je ne vais pas en avoir besoin, donc je vais l'effacer, mais c'était pour vous montrer. Voilà. Bon, je vous laisse là. J'espère que c'était un peu près clair. Je me rends compte que si vous êtes vraiment débutant, le gap peut être un peu haut. N'hésitez pas à me poser des questions sous la vidéo, en commentaire. Et bon, j'ai essayé d'expliquer à peu près le panel de tout ce qu'on voit. À la fois, qu'est-ce qu'un Home Lab, un serveur, qu'est-ce que de la virtualisation par rapport à de la conteneurisation, plutôt Raspberry Pi, plutôt PC Intel NUC ou PC chinois. Voilà, bon. Salut, à plus tard pour la partie 2.